bien, donc une troisième vidéo sur le thème du développement durable. On va voir maintenant le 1.3. Donc les indicateurs du développement soutenable. On va voir trois indicateurs qu'on va relier en fait aux différentes théories dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire la soutenabilité faible et la soutenabilité forte. Premier indicateur de développement soutenable qu'on va voir, c'est l'épargne nette ajustée. Donc le principe est relativement simple, hein. On prend l'épargne au niveau national et puis on va retirer finalement de ce montant les dépenses d'éducation, l'amortissement du capital fixe physique, l'épuisement des ressources et les dégâts engendrés par les émissions de gaz à effet de serre. Et en gros, hein, si l'épargne nette ajustée est positive, ça veut dire qu'en fait, on va encore pouvoir investir dans le capital physique, dans le progrès technique, qui va finalement compenser la dépréciation du capital naturel. Et si au contraire l'épargne nette ajustée est négative, alors dans ce cas-là, on ne pourra pas développer suffisamment le progrès technique, le capital physique pour compenser la dépréciation du capital naturel. Donc, conclusion de l'histoire, si l'épargne nette ajustée est positive, la croissance est soutenable. Si l'épargne nette ajustée est négative, la croissance n'est pas soutenable. En sachant, j'espère que vous l'avez compris, qu'il s'agit ici en fait tout simplement d'un indicateur de soutenabilité faible. Je vais reprendre mon petit schéma de départ, encore lui. En fait, si vous avez donc l'épargne, vous regardez les investissements faits en capital humain, l'amortissement, et vous regardez la dépréciation du capital naturel. S'il vous reste encore quelque chose, vous allez pouvoir l'injecter dans le capital physique. Le capital physique va compenser le capital naturel, et dans ce cas-là, on est bien dans une soutenabilité de la croissance, encore une fois, au sens soutenabilité faible. Et inversement, si l'épargne nette ajustée est négative, eh ben, on n'aura pas les moyens d'investir dans du capital physique pour compenser le capital naturel. Et donc, in fine, en fait, les capitaux vont globalement, la somme des quatre capitaux va se déprécier. Et donc, il n'y aura pas de soutenabilité. Voilà. Donc, cet indicateur, encore une fois, est un indicateur de soutenabilité faible, puisqu'on part du principe que les différents capitaux sont substituables. Hein, d'accord. Maintenant, un indicateur de soutenabilité forte, l'empreinte écologique. Alors, l'empreinte écologique, en fait, c'est un outil qui va évaluer la surface productive nécessaire à une population pour répondre à sa consommation de ressources, mais aussi à ses besoins d'absorption de ses déchets. Et en gros, si vous voulez, si on prend ce document 13 là, qui parle justement de l'empreinte écologique, alors il date un petit peu, mais c'est pas grave, ça nous donne une tendance. Je vous montrerai des données un peu plus récentes après. On considère qu'en fait, il faut 1,8 hectare par habitant. 1,8 hectare, encore une fois, c'est ce qui va permettre à la fois de répondre à la consommation de ressources d'un individu et aussi à ses besoins d'absorption des déchets. Et donc, si on respecte le 1,8 hectare par habitant, finalement, on serait dans une croissance soutenable, au sens, cette fois-ci, soutenabilité forte. Hein, d'accord. Soutenabilité forte. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait pas vraiment de dépréciation du capital naturel. On aurait en fait ce dont on a besoin sans pour autant que les ressources naturelles finissent par être surexploitées ou tout simplement, euh, comment dire, ou tout simplement certaines ressources qui disparaîtraient parce qu'elles sont non renouvelables. Et donc, vous voyez bien, ici vous avez une magnifique tendance. Hein. Vous voyez que sur l'axe des ordonnées, vous avez le nombre d'hectares moyen par habitant selon les pays et selon aussi le développement des pays. Et on se rend compte que finalement, la plupart des pays se trouvent au-dessus du seuil d'1,8 hectare, ce qui veut dire qu'en fait, on consomme beaucoup plus que ce dont on a besoin, ou en tout cas de ce dont la Terre est capable de nous fournir. Voilà, avec les États-Unis qui sont très au-dessus, hein, puisque en moyenne, il faut à peu près 10 hectares, enfin les Américains ont besoin de 10 hectares par habitant, alors qu'encore une fois, pour que la croissance soit soutenable, il faudrait 1,8 hectare par habitant. Donc on comprend bien qu'en fait, il nous faudrait plusieurs planètes, hein, tout simplement, pour pouvoir vivre tous comme un Américain moyen. Ce qui nous emmène finalement à cette petite carte avec des données un peu plus actualisées, on retrouve les mêmes constats. Là vous avez le nombre d'hectares moyens par personne avec des pays qui sont au-dessus de 8 hectares en moyenne par habitant.
Et vous voyez qu'on retrouve ici les États-Unis. Et si vous prenez, si vous prenez la France, par exemple, hein, on se situe entre 4 et 6 hectares, alors qu'encore une fois, il nous faudrait en fait hein, 1,8 hectare seulement par habitant. Donc on est très au-dessus, ce qui nous emmène finalement à ce petit graphique qui nous montre la chose suivante. Donc en fait, il se ligne de façon circulaire comme ça. Donc vous voyez, là, en bleu, hein, c'est une planète, c'est-à-dire qu'en fait, on respecte hein, ce que la Terre est capable de produire chaque année pour répondre à nos besoins. Et en l'occurrence, vous voyez qu'à partir des années 90, au niveau mondial hein, on est complètement parti, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur la trajectoire d'une seule planète. En fait, il nous faudrait de plus en plus de planètes pour pouvoir répondre à nos besoins, avec une projection à 2050 à 2,5 planètes, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si on continue dans cette trajectoire, notre planète ne suffira tout simplement pas, puisqu'il en faudrait 2,5 pour pouvoir répondre à l'ensemble de nos besoins. Et en gros, hein, si on vivait tous comme un Américain moyen, il faudrait à peu près 7 planètes. Si on vivait tous comme un Européen moyen ou comme un Français moyen, pour être plus juste, il en faudrait 4 ou 5. Donc vous voyez bien que finalement notre croissance n'est absolument pas soutenable. Et finalement, là encore une fois, on est dans le concept de soutenabilité forte parce qu'on part du principe que le stock de capital naturel ne peut pas être remplacé par du capital physique ou du capital humain, quoi. D'accord. Voilà pourquoi l'empreinte écologique est un indicateur de soutenabilité forte. En sachant que, je ne sais pas si vous connaissez l'indicateur du jour de dépassement, c'est en fait le jour à partir duquel on a consommé en fait l'ensemble de ce qu'on aurait dû consommer sur l'année totale. Si vous prenez un pays comme le Luxembourg, hein, au mois de février, le Luxembourg a dépensé à consommer l'ensemble de ce que le Luxembourg aurait dû consommer sur l'année entière. Au niveau mondial, on est actuellement, si je ne me trompe pas, le jour du dépassement est au mois d'août, en sachant qu'il au niveau, enfin, il avance hein, chaque année un peu plus, ce qui est assez logique puisqu'il nous faut, on consomme toujours plus de ressources, donc il nous faut toujours plus de planètes. Donc de ce fait, euh, on dépasse, on est toujours un peu plus en dépassement chaque année. Voilà. Donc, troisième, troisième indicateur de développement soutenable, le PIB vert. Et donc là, on retombe en fait sur un indicateur de développement soutenable au sens soutenabilité faible. C'est ce qu'on appelle le PIB vert. Donc on prend notre produit intérieur brut et en fait, on va l'ajuster dans un premier temps. On va obtenir le produit intérieur net, d'accord. Et pour obtenir le produit intérieur net, on fait le PIB moins la dépréciation du capital fixe, d'accord. Et puis ensuite, on prend le produit intérieur net ajusté environnementalement, donc on retire encore au PIN la dépréciation du capital naturel. Et en gros, si le produit intérieur net ajusté environnementalement est positif, la croissance est soutenable. Si c'est négatif, ça veut dire que la croissance n'est absolument pas soutenable. Pourquoi c'est un indicateur de soutenabilité faible? Parce qu'on voit bien, on retombe ici sur l'idée de dépréciation du capital fixe et de dépréciation du capital naturel. Et donc en gros, on considère que euh, les différents capitaux sont substituables. En fait, en réalité, le capital fixe ne se déprécie pas, il augmente, et donc son augmentation va pouvoir compenser en fait la dépréciation du capital naturel. On retombe bien encore une fois sur l'idée de substituabilité des différents capitaux, et donc in fine sur la théorie de la soutenabilité faible. Juste des petites données pour vous montrer l'intérêt. Alors on va juste prendre la Chine, hein. Entre 1990 et 2008, voilà la croissance annuelle moyenne en Chine, hein, 9,6% d'augmentation du produit intérieur brut par habitant sur la période 90-2008. Et si on s'intéresse donc justement à cette notion de PIB vert, en fait leur croissance au sens du développement soutenable ou développement durable n'était seulement que de 2,1%. Alors ces indicateurs, donc on voit bien en fait hein, une croissance qui est soutenable mais qui est en fait en réalité beaucoup plus faible que quand on calcule le PIB de manière très simple, c'est-à-dire sans tenir compte des dégâts environnementaux. Euh, Juste pour apporter une petite limite quand même, à la fois
à l'épargne nette ajustée et puis au PIB vert. Tout ça, théoriquement, c'est très intéressant. Le seul problème, c'est qu'en fait, ça nécessite de donner une valeur au capital naturel, puisqu'il faut mesurer la dépréciation du capital naturel. C'est quand même très compliqué d'évaluer avec enfin d'apporter une valeur précise à la notion de gaz à effet de serre, hein. Vous voyez, évaluer les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est très très compliqué. De même, évaluer en fait la disparition. Je vous ai dit, hein, depuis 44 ans, il y a 60% des espèces animales qui ont disparu. Évaluer ça de manière chiffrée, c'est quasiment impossible. Conclusion de l'histoire, l'épargne nette ajustée et le PIB vert, ce sont des indicateurs intéressants, mais qui se heurtent en fait à des limites, comment dire, mathématiques, puisqu'en fait l'environnement n'est pas tout le temps quantifiable. Voilà. Même si on arrive à donner des prix, comment dire, des prix presque artificiels, par exemple au carbone. Il existe un marché carbone, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Mais c'est une valeur définie sur un marché, et donc ce n'est pas forcément la vraie bonne valeur du carbone. Ce sont des choses, encore une fois, qui ne sont pas forcément quantifiables. Voilà. Et donc, pour le 1.4, croissance, environnement et bien commun, ce sera un TD qu'on fera ensemble en classe virtuelle. Et la prochaine vidéo portera sur les facteurs du réchauffement climatique et ce qu'on appelle la politique climatique.